Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au diplôme d'éducateur spécialisé par VAE. Vidéo qui va être évidemment portée sur le nouveau référentiel. J'ai fait déjà une grosse vidéo là-dessus, vous le savez, pour le DES et pour le DEJE. Là, on est vraiment dans la VAE étape par étape, où je vous proposerai ensuite un guide complet. Je n'ai pas encore le livret 2, il n'est pas encore sorti dans sa nouvelle version, donc je vous ai pour autant donné vraiment le, le, ce qu'il faut développer dans ce nouveau référentiel pour choisir ces expériences. Donc on va passer un peu de temps là-dessus, évidemment, mais je vais vous représenter la démarche dans sa globalité pour que si vous démarrez aujourd'hui une démarche sous le format du nouveau référentiel, vous sachiez quoi faire, comment faire et sous quelle étape. On est ensemble entre 20 et 30 minutes. Je vais essayer vraiment d'être synthétique tout en étant complète. Et puis évidemment, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire de cette vidéo. Je prends le temps toujours d'y répondre quand je peux. Quand je peux vous apporter un complément d'information, forcément de premier niveau. Je ne peux pas vous aider à développer une situation en tant que telle, mais je peux en tout cas vous orienter. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous mettrai également en lien dans la description un guide complet sur le métier d'éducateur spécialisé et sur le nouveau référentiel par VAE pour que vous puissiez vous en inspirer pour demain développer le livret 2 qui, je le rappelle, n'est pas encore sorti. Donc les prérequis pour devenir éducateur spécialisé, nouvelle version, ça reste toujours les mêmes et qui sont d'ailleurs communs au dispositif de la VAE. 1607 heures d'expérience en lien avec le diplôme d'éducateur spécialisé, 4 domaines de compétences, et puis un organisme certificateur qui est le DAVA. Le DAVA, il y a un dispositif académique de validation des acquis par région. Donc, il s'agit simplement de trouver votre région et vous trouverez le DAVA compétent pour votre DES. Dans le guide que je vous mets à disposition, vous aurez de toute façon le lien pour trouver le DAVA compétent. Je vous ai vraiment synthétisé tout ce que vous devez savoir pour que vous puissiez demain démarrer votre démarche. L'accompagnement durant votre VAE, vous avez 3 possibilités. La première, l'engager seul. Vous n'aurez dans ce cas-là que les frais d'inscription à vous acquitter auprès du DAVA. Alors je crois que c'est 200 ou 250 € de mémoire et je crois également qu'ils sont finançables par le CPF. Donc là, si vous avez une capacité à rédiger, à analyser votre expérience et à référencer vos écrits tels qu'on l'attend dans un niveau à caractère académique, dans un niveau licence, honnêtement, n'allez pas sur un accompagnement, vous pouvez tout à fait prendre plus de temps parce que forcément vous allez davantage vous chercher, mais vous pouvez le réaliser seul sans problème, je vous le conseille même fortement. Ensuite, vous avez 2 types d'offres. Vous avez l'accompagnement par un organisme de formation, le DAVA, on propose d'ailleurs, et je pense qu'ils vous informeront de cette prestation lors de la réunion d'information collective avant de démarrer, qui est facultative, mais je vous recommande quand même d'y aller parce que vous allez quand même avoir un certain nombre d'informations déjà sur la VAE. Vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même démarche que vous, dans le même dispositif, donc ça peut être plutôt sympa. Et puis vous allez pouvoir aussi poser des questions et savoir connaître les prestations du DAVA en termes d'accompagnement, de tarifs, etc. Et puis vous avez les accompagnements par un indépendant, donc je suis personnellement une personne indépendante. Bon là vous avez une personne qui va vous suivre individuellement durant toute la démarche, avec une méthodologie qui va être indifférente selon l'indépendant, donc à vous de voir ce qui vous correspond, avec des tarifs qui sont souvent, parfois, moins élevés que sur les organismes de formation. Là encore, il n'y a pas de règle, donc c'est vraiment à vous de chercher l'accompagnement qui vous correspond, avec le budget forcément que vous avez. On n'est pas tous au même niveau là-dessus, tous au même tarif là-dessus. Il n'y a pas de règle, donc c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous correspond. Les étapes de la VAE du DES. Alors, il y a 3 étapes qui sont là encore communes au dispositif de la VAE. Une première étape qui est une étape de recevabilité où vous allez compléter le livret 1. Donc le livret 1, vous allez le récupérer auprès du DAVA. Vous allez le compléter. Là encore, je vous accompagne étape par étape au niveau des rubriques dans le guide que je vous mets à disposition. Voilà pourquoi on ne va pas le voir dans cette vidéo. Vous allez joindre les pièces justificatives demandées et renvoyer votre dossier. 2 issues possibles, un avis de recevabilité, vous continuez l'aventure de la VAE, et un refus de recevabilité, là je pense que c'est que vous n'avez pas encore capitalisé suffisamment d'expérience au regard du nouveau référentiel et qu'il vous faut ou patienter pour présenter davantage d'expérience ou tenter le DES mais par formation initiale.
On va partir du principe, et on va être positif, que vous avez votre avis de recevabilité. Vous accédez à la deuxième étape qui est le livret 2, le dossier de VAE. Dans ce livret 2, que nous ne connaissons pas encore, qui devrait prochainement arriver, je pense, vous allez développer votre expérience en lien avec le nouveau référentiel du livret 2. Vous allez surtout analyser votre pratique professionnelle, la disséquer, la conceptualiser, aller questionner votre expérience en insérant forcément des références théoriques pour satisfaire davantage et encore plus à ce diplôme qui se veut être un diplôme aujourd'hui académique. Le livret 2, il n'est pas sorti. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va subir une révolution avec ce livret 2. Il va certainement être étoffé, il va certainement être un peu remanié dans sa forme. Maintenant, si vous avez déjà commencé votre démarche et que vous n'avez pas ce fameux livret 2 et que vous êtes sur une éligibilité sur le nouveau référentiel, vous pouvez tout à fait commencer à présenter votre structure, enfin la fameuse première partie qu'on va voir juste après. Je ne pense pas qu'il y aura une grosse révolution sur ce sujet. Une fois que vous avez terminé votre livret 2, vous pouvez l'envoyer au DAVA et vous serez convié à un entretien avec le jury. Dans cet entretien avec le jury, qui est, je le rappelle, tout aussi important que le livret 2, il ne faut pas croire que c'est juste une étape de plus, hein, il y a le livret 2 et il y a l'oral avec le jury. Vous pouvez avoir fait un très bon livret 2 si, lors de votre entretien avec le jury, vous ne savez pas répondre aux questions et vous perdez un peu et vos réponses sont un peu fouillis, vous allez poser un doute sur votre expérience et dans ce cas-là, vous n'allez pas forcément valider totalement votre diplôme. Même chose, un livret 2 qui peut être un peu creux, et ça peut arriver dans le développement des expériences, et une personne qui sait répondre en entretien, qui sait proposer de nouvelles expériences, qui sait répondre aux questions que le jury lui pose, c'est une personne qui va pouvoir rattraper cette faiblesse dans le livret 2 et qui va demain pouvoir être en mesure de valider son diplôme. Donc vous le voyez, il y a 3 étapes, les 3 étapes sont importantes et il ne faut vraiment pas en délaisser une et arriver les mains dans les poches le jour de votre entretien avec le jury. C'est un entretien qui se prépare. Donc, dans cet entretien, il y a 2 phases. Une présentation personnelle qui va durer entre 5 et 10 minutes, qu'il vous faut préparer, qu'il vous faut rendre fluide, qu'il vous faut rendre intéressante. Si vous le pouvez et si vous n'avez pas été accompagné jusque-là, n'hésitez pas à prendre juste un accompagnement pour cette petite partie. Ensuite, la deuxième phase, c'est un jeu de questions-réponses avec le jury, où là, vous allez simplement répondre à des questions que le jury aura préparées dans le travail préparatoire qu'il aura mené sur votre livret 2, tout simplement. 3 issues possibles, une validation totale, vous avez votre diplôme, une validation partielle, vous validez seulement certains domaines de compétences, vous recevrez alors un courrier qui vous précisera les réserves, ce qu'on appelle des réserves, des prescriptions, sur les domaines de compétences que vous n'avez pas validés, et à partir de là, évidemment, vous pourrez de nouveau retenter la validation de votre diplôme à travers plusieurs choses. Donc là, ça sera au jury de vous guider. Et une invalidation de votre démarche, là, vous n'avez tout simplement pas votre diplôme. Votre cadre d'intervention, ce que je vous disais précédemment, vous pouvez tout à fait travailler sur ce domaine-là en attendant le nouveau livret 2. De toute façon, pour être très honnête avec vous, le premier trimestre dans un accompagnement de VAE, il est souvent réservé à la compréhension du référentiel, à la sélection d'expériences et à essayer de trouver une trame pour ensuite rédiger votre expérience. On est rarement dans l'écriture pure et dure dès le début. Sur cette présentation, j'avais fait une vidéo sur ce sujet et comme je vous le disais, c'est une partie que vous allez également retrouver dans le guide complet. Je veux vraiment vous accompagner sur le choix de vos expériences et la compréhension de ce nouveau référentiel. Donc, je vais passer, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description et vous aurez de toute façon le guide complet qui va vous guider sur cette partie. On avance donc sur les expériences à développer, donc les 4 situations de travail, qui vont peut-être demain rester comme ça, je ne sais pas, mais on va partir sur cette base-là. Vous avez 4 domaines de compétences pour 4 situations d'expérience à présenter. Ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est d'arrêter de travailler avec les fonctions. Alors les fonctions, c'est un très beau mélange pour s'en mêler les pinceaux et produire un écrit qui va être un peu déphasé, un peu déstructuré. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une expérience égale un décès, parce que vous le verrez dans les différents décès, il y a des décès, notamment le décès 2, qui va aller un peu cocher du décès 3. Donc l'idée, c'est de faire déjà en premier niveau
avant de rédiger, avant d'écrire, de faire ce travail de synthèse, de remonter les notions clés de ce référentiel pour ensuite aller chercher des expériences qui vont être complètes et ensuite seulement les développer. Et c'est bien comme ça qu'il faut procéder. Si vous faites l'inverse, si vous commencez à dire, allez, je prends le DC1, je rédige une expérience, je prends le DC2, je rédige une expérience, déjà ça va certainement être peu fluide et puis vous allez oublier des choses. Volontairement, vous le voyez quand je vous présente à l'écran ce référentiel, il y a des notions que j'ai volontairement mis en gras et qui ressortent. Ces notions-là, il va falloir d'abord les développer, les qualifier, les expliquer, puis les incarner au travers de votre expérience que vous allez développer. La relation éducative spécialisée, c'est le premier d'essai. Là-dedans, vous avez plusieurs notions. Alors, je ne vais pas les lire, hein. L'idée, c'est que ce soit quand même dynamique. On est dans une vidéo. Évidemment, c'est des notions et des explications que vous retrouverez là encore dans le guide que je vous mets à disposition. Dans la relation éducative spécialisée, on voit quoi? Il y a la notion de démarche éthique. Ok? Qu'est-ce que pour vous, c'est cette démarche éthique? Comment vous la qualifiez? Comment vous l'évaluez? Comment vous la développez? Comment vous l'incarnez aussi au quotidien dans vos missions et dans vos actions? Instaurer une relation éducative, bah là clairement, comment vous créez du lien avec la personne que vous suivez, quelle posture vous avez par rapport à elle, comment vous adaptez votre posture, comment vous la questionnez, comment vous identifiez ses besoins, comment vous identifiez ses limites, comment vous faites face parfois à son handicap, comment vous la faites aussi évoluer, comment vous garantissez son autonomie. Tout ça, ça peut être l'objet évidemment d'une expérience, d'une situation à développer. Dans le DC2, on est plutôt sur un diagnostic socio-éducatif. Là, on va tout de suite aborder l'équipe pluriprofessionnelle qui fait écho au DC3, la communication qui fait écho également au DC3, comment vous allez créer un projet socio-éducatif, comment vous allez l'animer. Et c'est là où vous allez vous distinguer notamment du métier de moniteur-éducateur, qui lui va être plus dans l'animation au quotidien, là où l'éducateur spécialisé va être plus dans forcément la création, la rédaction et la constitution, la conceptualisation du projet éducatif, socio-éducatif. Vous voyez déjà là on a vraiment une belle notion qui vous distingue de ce métier si vous êtes moniteur éducateur et que vous vous engagez dans un DES par VAE. Comment vous associez la personne à ce projet? Comment parfois vous associez également la famille ou les représentants légaux de cette personne, les familles d'accueil parfois, à ce projet socio-éducatif? Et puis, quelle analyse, réflexion et correction vous apportez à ce projet en fonction des réactions, en fonction de l'animation et forcément de la vie du projet. Ok, voilà pour le DC2. On passe au DC3. Alors le DC3, on est sur du travail en équipe pluriprofessionnelle, incluant la communication professionnelle. La première chose à faire quand vous entamez votre travail d'écriture, c'est de qualifier cette équipe pluriprofessionnelle à laquelle vous appartenez. Quel corps de métier il y a dans cette équipe? Quelles sont leurs fonctions rapidement? Qu'est-ce qu'ils apportent? Sur quoi vous travaillez? J'ai l'exemple aujourd'hui d'une situation qui a été extrêmement bien rédigée par une éducatrice spécialisée que j'ai accompagnée, qui a fait en fait, qui a repris tout le processus d'une personne qu'elle suivait jusqu'à une réunion avec la MDPH. Et en fait, dans cette réunion avec la MDPH, elle est arrivée, elle représentait son établissement, sa structure, et en fait, elle arrive à cette réunion et elle se rend compte que les personnes de la MDPH, et a priori ce qu'elle me disait, c'est que c'est quelque chose qui arrivait assez récemment, les personnes de la MDPH n'avaient absolument pas lu le dossier qu'elle avait transmis, n'avaient absolument pas lu le diagnostic, le projet qu'il y avait derrière ça, et découvraient en fait le projet alors qu'il n'y avait que 20 minutes ou 30 minutes d'échange, je crois, sur le dossier, entre guillemets, de la personne, puisqu'une personne n'est pas un dossier, mais a priori, on en arrive à ce genre de scène au quotidien. Et en fait, en enlevant l'émotion qu'elle a pu ressentir dans son écrit, elle a simplement mis en exergue les défaillances aujourd'hui qu'il y avait dans la prise en charge des personnes, parce que trop de dossiers, parce que trop de personnes, parce que peu de temps. Et dans cette expérience qu'elle a menée, en fait, elle a pu valider plein de choses. Elle a validé le fait qu'il y ait un projet éducatif pour cette personne, le fait que... Alors, c'était très spécifique dans la demande avec la MDPH, je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée, voilà, c'est d'utiliser les expériences complètes que vous avez pour demain aller cocher plusieurs cases du référentiel. D'accord?
Donc, je sors de mon exemple. Dans ce travail-là, vous allez montrer comment votre action s'inscrit dans une dynamique institutionnelle, comment elle s'inscrit dans une stratégie d'équipe, quelle est la stratégie d'ailleurs de votre équipe, quels sont les objectifs, comment vous les évaluez, comment vous corrigez ensuite les actions en fonction des résultats, quels échanges vous menez dans cette équipe, comment vous transmettez l'information dans un cadre éthique, avec forcément la notion également parfois de secret professionnel, comment vous rédigez vos écrits, comment vous communiquez tout simplement dans cette équipe. Voilà pour le DC3. Le DC4, on est là encore dans la constitution de partenariats et la définition d'un travail en réseau. Donc il va falloir apporter des références là-dessus, il va vous falloir lire des choses intéressantes là-dessus, comment on construit une relation partenariale, comment on travaille en réseau dans un monde institutionnel, comment vous comprenez déjà comment fonctionne ce monde, comment vous mobilisez et vous qualifiez les acteurs utiles pour votre projet. Donc là, ça implique forcément de travailler parfois en réseau, de constituer des partenariats. Ça peut être le fait de réinsérer les personnes et de constituer des partenariats avec différents acteurs, différentes entreprises, différentes associations. Là encore, c'est à vous de voir les expériences que vous avez menées et qui peuvent coller à ce DC4. Et puis, comment vous contribuez et vous formez aujourd'hui au quotidien. Ça peut être lire, ça peut être consulter des choses. Il y a la fameuse langue étrangère qui fait stresser pas mal de personnes. Il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Tout simplement, ça peut être de lire des choses dans une autre langue, de consulter des conférences dans une autre langue, de regarder ce qui se fait à l'étranger, à votre niveau, et de prendre les bonnes idées et de, pourquoi pas, faire évoluer vos pratiques et proposer de nouvelles pratiques à l'équipe dans laquelle vous travaillez. Ça peut être également par rapport à cette langue étrangère. Alors là, je vais sortir du DC4, mais vous avez peut-être accueilli une personne qui ne parlait pas forcément très bien français. Comment vous avez fait pour communiquer avec elle? Est-ce que vous avez utilisé l'anglais? Vous avez pu faire face à des représentants légaux, alors pas une famille d'accueil, mais la famille de cette personne qui ne parlait pas complètement français. Là encore, est-ce que vous avez utilisé une autre langue, une autre méthode pour communiquer avec elle dans une autre langue et vous faire comprendre? Voilà autant d'expériences que vous pouvez mettre en avant sans être nécessairement bilingue, je le rappelle. Et puis, face à tous ces domaines de compétences, on a un module transverse qui est le module où vous allez questionner votre pratique, vous allez émettre des hypothèses, vous allez choisir une méthodologie et vous allez l'utiliser, vous allez analyser votre pratique professionnelle, vous allez en mesurer les résultats, vous allez mettre en avant des actions correctrices, vous allez proposer des références bibliographiques qui vont venir confronter votre expérience terrain à la théorie, vous allez dialoguer avec les auteurs. Et tout ça, ça va faire que vous allez produire un écrit qui sera aux attendus du référentiel et du nouveau référentiel et du nouveau grade de votre diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Voilà rapidement ce que je souhaitais vous dire. J'ai tenu les 20 minutes, on est à 18 minutes, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous invite à consulter le guide complet en lien pour vous aider. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous avez également des vidéos complémentaires privées à télécharger où vous irez sur des pages de formation avec des ressources complémentaires pour vous aider à développer votre expérience. Je vous souhaite une belle démarche et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.